Alors Georges, on va Oui. faire une nouvelle vidéo sur l'avancement de cette affaire de l'attentat d'Awil qui a tué mon frère, Mhm, Jean-Paul, mhm. le 21 décembre 89. Alors je suis heureux de la faire ici parce que c'est le palais de justice et puis il y a le procès en cours du financement présumé libyen de la campagne 2007 de Nicolas Sarkozy. Et cette affaire rejoint l'affaire d'Awil. Elle rejoint l'affaire d'Awil. L'attentat contre l'avion de Médecins sans frontières, c'était 3 mois après l'attentat du DC-10. L'attentat du DC-10 dont on parle beaucoup dans le procès en cours. Et il faut commencer à expliquer ces relations entre l'attentat d'Awil, l'attentat du DC-10, le financement présumé de la campagne de 2007, présumé libyen. Euh, et, euh, et il faut commencer à- à éclaircir tout ça. Moi, j'ai des documents à apporter pour comprendre ben, les relations entre le Soudan, le Tchad, la Libye, sous les deux septennats de Mitterrand. Voilà. Et cet attentat contre l'avion de Médecins sans frontières est un élément important de la compréhension. Il est réinterprété, on raconte une autre histoire que ce qui s'est réellement passé, et il faut comprendre pourquoi, il faut comprendre qui euh, réinterprète cet événement, et pourquoi, et, et comment ça s'est passé, comment cette réinterprétation euh, s'est mise en place. Voilà. Donc, on va reprendre en fait les documents qui montrent la réinterprétation. Mhm. Hein. Et qui sont à prendre comme des pièces du dossier judiciaire. Tout à Voilà. fait, tout Puisque à ce, fait. ce sont des textes factuels C'est ça. qui, Oui, qui- qui définissent et disent les choses. oui. Là, on a l'échange de mails avec l'MSF. Mhm. Il y a un point qu'on peut dire, c'est que dans une affaire criminelle, il n'y a pas de correspondance privée. Toute pièce est, peut être apportée au dossier. Et lorsqu'il y a réinterprétation, il faut bien apporter la pièce montrant Mhm. la Mhm. réinterprétation. L'ensemble constitue la, les contours de l'événement, décrit l'événement. Toutes ces pièces sont importantes. Alors, on va reprendre On va reprendre justement le mail, le mail. les mails que j'ai. Alors, mardi 20 décembre 2022, de Joël Bescon à Asia Chiab, Alors, responsable oui, des relations presse de MSF. voilà, c'est quand j'avais envoyé le livre. Une fois que j'avais fait le livre, je l'ai envoyé aux personnes concernées, aux personnes qui sont dans l'histoire, Mhm. et je l'avais envoyé à MSF. J'avais d'abord appelé au téléphone MSF, et après je leur avais envoyé le livre. Hein. Bon. Bonjour Madame Chiab. Voici, suite à notre conversation téléphonique, le PDF du livre Mali, une histoire française, avec la couverture. Je vous joins également une présentation de mon livre en document Word, celle que j'ai faite pour mes correspondants de l'AFP. Comme vous pouvez le constater, j'ai une compréhension globale de cette affaire, comment elle s'inscrit dans le déroulé des guerres africaines de la France de ces années 1980-1990. Cela me permet aujourd'hui de choisir les axes de communication en fonction de mes interlocuteurs et des thèmes que je souhaite aborder. Certains ont été esquissés dans les vidéos que l'on trouve sur ma chaîne YouTube. Il y a l'aspect mémoriel, le terrorisme, la justice. D'autres, tels que les guerres africaines et le rôle qu'y a joué la France, la conduite de l'État dans le cadre de la Ve République ou l'impact du terrorisme dans une famille seront abordés, s'ils intéressent le public progressivement. Je vous joins les liens vers les sites dédiés et quelques vidéos. Un lien sur le site à la mémoire du docteur Jean-Paul Bescon, un lien sur quelques mots sur la forme et le fond de Mali, une histoire française,
Voilà, oui, j'avais fait des vidéos pour expliquer un petit peu le livre. Un lien sur l'exposition qui a lieu à Charroux, votre village d'origine, le 15 octobre. Oui, 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 parce que j'avais donné le livre à la municipalité de Charroux pour la municipalité et puis tous les Charostais pour témoigner de notre parcours, un parcours qui a laissé beaucoup de traces dans la mémoire des Charostais. On se rappelle très bien de cette affaire, le désarroi de mes parents, de toute notre famille et l'incompréhension face à cet acte. Ensuite, Donc, voilà. un lien, tu avais tenu un discours, donc tu mets aussi le lien pour le discours. Voilà, on avait filmé, puis je l'avais mis sur il est sur ma chaîne YouTube. Et puis un article du Béret républicain sur cette présentation du livre à Charroux. Oui, il y avait... Ses commentaires vidéo. Voilà. Et ensuite, l'article avait été modifié, donc tu fais un lien aussi après la modification de l'article. Voilà, voilà. Et puis un article de la Nouvelle République sur la présentation du livre. Voilà. Je souhaite pour la diffusion de ce livre une communication avec MSF coordonnée. Bien Voilà. cordialement, Joël Bescon. Voilà, donc ça, c'était le 20 décembre 2022. Oui. Tu reçois une réponse le 23 décembre 2022 de Assia Siab. Bonjour Monsieur Bescon. Merci beaucoup pour l'envoi de votre livre et de tous les documents. Il y a un certain nombre d'éléments dont nous prenons juste connaissance et qui nous ont surpris, notamment vos conclusions sur l'attentat. Nous allons les partager avec les personnes qui ont suivi l'affaire après le décès de votre frère, Ronnie Broman, Brigitte Vasset et les responsables du programme Soudan à l'époque. Je vous souhaite en attendant, ainsi qu'à votre famille, de très belles fêtes de Noël et de fin d'année. Bien à vous, Assia Chiab. Voilà, donc elle me dit qu'elle ne sait pas tout et que elle partage avec Ronnie Broman, avec qui j'ai eu, et Brigitte Vasset, avec qui à l'époque on avait eu beaucoup de contacts, évidemment. Il s'est passé énormément de choses. On n'avait pas eu encore de contact avec Christopher Carr ou Marc Lejar, mais on avait beaucoup communiqué avec Ronnie Broman et puis Brigitte Vasset. Voilà. Et Roger Vivarier aussi, qui était responsable de Soudan à Paris à l'époque. Mail suivant que tu lui envoies donc en réponse le dimanche 25 décembre 2022. Bonjour Madame Chiab. Merci de votre retour. Je serai très heureux d'échanger avec vous à ce sujet, ainsi qu'avec Ronnie Broman, Brigitte Vasset ou Roger Vivarier, pour ceux qui étaient au siège à l'époque. J'ai déjà beaucoup échangé avec Christopher Carr et Marc Lejar, administrateur et médecin coordinateur à Khartoum. Tout cela est décrit dans le livre. Toute la troisième partie est écrite à partir des carnets de Christopher. La quatrième également, pour ce qui est des événements concernant le bureau de Khartoum. Ils alternent avec les lettres de Jean-Paul, celles qu'il a écrites à Pascal, son ami, mais aussi celles qu'il a écrites à Nicole, notre sœur, et à nos parents. Je me tiens à votre disposition pour une date selon votre convenance dans le courant du mois de janvier. Cordialement, Joël Bescon. Oui, bien sûr. Assia Chiab n'était pas là à l'époque, donc effectivement, elle ne connaît pas cette affaire. On a, nous, dans notre famille, énormément de documents et on a de plus en plus de documents avec les carnets de Christopher, avec les gens qui ont témoigné. J'ai des témoignages de gens qui ont connu Jean-Paul. Voilà, l'affaire continue et il y aura d'autres témoignages, j'en suis persuadé, bien sûr. Alors, ensuite, nouveau mail. Oui, donc là, elle ne me répond pas tout de suite, Non, c'était en décembre, là, oui. Elle me répond que le 21 mars. Elle te répond le 21 mars 2023. Cher Monsieur Bescon, je vous prie tout d'abord d'excuser mon retard à vous répondre. J'ai été absente quelques semaines et nous avons en parallèle pris le temps de consulter les différents services et personnes qui ont suivi l'affaire tout au long de ces années, y compris notre service juridique.
Tous les éléments et témoignages dont nous disposons convergent vers une responsabilité entière du SPLA dans l'attentat contre l'avion de votre frère. Voilà. Nous respectons votre point de vue et l'immense travail que vous avez effectué, mais en l'absence d'éléments nouveaux, nous ne sommes malheureusement pas en mesure d'appuyer votre thèse ou la promotion de votre ouvrage. Si vous souhaitez échanger avec une personnalité familière du dossier, sachez que Ronnie Broman est toujours en activité à MSF et pourrait vous rencontrer si vous avez la possibilité de vous déplacer à Paris. Bien à vous, Assia Chiab. Voilà, alors ça, mail très intéressant parce que depuis le début, on sait que le tir vient des troupes régulières soudanaises. Hein. On a plein d'arguments. Voilà, on peut les développer. Des arguments autant soudano-soudanais. Le SPLA n'a jamais revendiqué avoir abattu l'avion. Pourtant, quand ils avaient fait des erreurs, ils ont toujours dit oui, on a abattu l'avion. Là, il y a eu 2 autres cas avant où en fait c'était une erreur du SPLA et ils l'ont reconnu. Là, ils n'ont pas reconnu. Ils ont dit non, c'est pas nous. L'avion est retombé 800 mètres à 800 mètres de la piste. Il faisait ces cercles de prise d'altitude au-dessus de la piste. Et il a été abattu après le premier tour dans son puits d'ascension. Donc il est au-dessus de la ville. La piste est dans la ville. Les SPLA étaient à 4 km. S'ils avaient abattu l'avion serait retombé au-delà des lignes du SPLA. Enfin, on a beaucoup d'arguments. La démission de Dominique Casiano, enfin, alors là, il faut rentrer dans le dossier. Il faut rentrer dans le dossier. On peut rentrer dans le dossier. J'ai développé toute l'histoire, j'ai tout raconté dans mon livre, avec les documents qu'on avait à l'époque, les documents qu'on a eus ensuite. Faut lire le livre. Mais le document de ce mail, où elle nous dit tous les éléments et témoignages convergent vers une responsabilité du SPLA, c'est par contre un document là qu'on peut mettre face aux documents qui disent le contraire. Et d'autant plus que ces éléments et témoignages, toi, tu n'en as pas connaissance. Non. Alors, c'est le mail suivant. Je lui demande quels sont. Je lui demande lesquels ils sont, ces éléments. Hein. Oui, et elle me met aussi en absence d'éléments nouveaux. En absence d'éléments nouveaux, il y a les lettres de mon frère dans mon livre, que j'ai retranscrites. Et qui ne sont pas connues, pour nous on les connaît depuis très longtemps, enfin depuis qu'il les a écrites, depuis qu'on les a reçues, voilà, depuis 35 ans. Mais elles ne sont pas publiques. Donc là, moi je les rends publiques. C'est un élément nouveau. Les conversations téléphoniques que j'enregistrais, parce qu'il y avait tellement d'étrangeté dans tout ce qu'on nous disait, qu'il fallait que je prenne des notes. Alors j'ai pris des notes, voilà, et j'ai enregistré les conversations avec tous mes correspondants, MSF, le Quai d'Orsay, l'OACI, avec Marcel Legel qui était l'ambassadeur de France au Soudan et qui souhaitait une enquête internationale sous l'égide de l'OACI. J'ai écrit un hommage. Marcel Legel est décédé l'été dernier, en 2024, au mois de juillet. Et je lui rends hommage dans un article pour tout ce qu'il a fait. Il a été un moteur dans la recherche de vérité. Il voulait vraiment cette enquête sous l'égide de l'OACI. Ça, il a beaucoup œuvré pour la transparence. Donc, et ça, c'est pas connu. Donc, c'est aussi des éléments nouveaux. Les lettres de mon frère, les démarches de ma famille, tout mon parcours avec les gens que j'ai rencontrés. Donc il y a 3/4 du livre qui ne sont pas connus. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une absence d'éléments nouveaux. Bon, voilà, Madame Chiab, il faut revoir ce que vous dites. Donc tu lui écris le 19 juin 2023. Oui.
Chère Madame Assia Chiab, merci pour votre mail. Je l'ai transmis au juge chargé de cette affaire. Soyons sûrs qu'il ne manquera pas de l'éclairer. De nombreux points du dossier restés troubles devront être mis en lumière. Votre mail permettra, n'en doutons pas, de nous approcher de cette clarté tant nécessaire. Nous avons tous besoin de transparence, tant Médecins sans frontières que nous, victimes. À cet effet, nous vous serions reconnaissants de nous transmettre les éléments et témoignages dont vous parlez. Cette affaire est délicate et nécessite précision et exactitude. Les documents doivent être datés, les sources clairement identifiées. La nationalité de la source, d'abord, doit être mentionnée. Est-elle soudanaise, tchadienne, libyenne, française, états-unienne ou autre? Son appartenance à un groupe politique ou militaire également. Quels étaient ses organismes de tutelle, politiques, militaires, non gouvernemental, onusien ou autre, et s'il s'agit d'un membre d'un gouvernement, de quel gouvernement et sous l'autorité de quel chef d'État. Toutes ces notions doivent être précisées. Également, la proximité de la source avec l'attentat. Où était-elle à ce moment? Quel est son lien avec l'événement? Le récipiendaire du témoignage ou du document doit également être clairement identifié. Les informations doivent pouvoir être recoupées et authentifiées. S'il s'agit d'un livre, les mêmes références doivent être mentionnées. Concernant Ronnie Broman, j'ai envoyé Malim une histoire française au Crash le 17 décembre 2022. Je suis toujours en attente de leur réponse. Je vous remercie, Madame Chiab, de l'attention que vous avez apportée à cette affaire et vous prie d'être assurée de ma plus haute reconnaissance. Dans l'attente des documents demandés, Joël Bescon. Oui, je la remercie parce qu'effectivement, on peut mettre face à ce document, ce mail, qui dit que le tir vient du SPLA, on peut mettre les documents qui disent que le tir vient des troupes régulières soudanaises. Une petite précision, le CRASH, c'est le Centre de recherche sur l'action et les savoirs humanitaires, un think tank de MSF, quoi. Voilà, donc j'ai envoyé le livre, Malim Militaire française, en décembre 2022. J'ai toujours pas de réponse. Donc là, je demande, j'ai pas de réponse du CRASH ni de MSF. Là, on est aujourd'hui en février 2025 et j'ai toujours pas de réponse concernant les éléments et témoignages dont Madame Chiab parlait. Donc, c'est simplement parce qu'ils n'existent pas, quoi. MSF affirme d'autorité, c'est le SPLA, point. Et il n'y a aucun argument, il n'y a aucun document. Je ne sais pas comment appeler ça, mais voilà, c'est une affirmation qu'il faut comprendre. Qu'il faut comprendre. À l'époque, il y avait un secrétaire d'État à l'action humanitaire. Devant l'incompréhension et la sidération de tout le monde, autant de MSF, de Ronnie Broman à l'époque, que de nous, les victimes, MSF s'est retranché derrière l'autorité, oui, d'un secrétaire d'État à l'action humanitaire. On parle bien sûr de Bernard Kouchner. Voilà. Donc, Bernard Kouchner, à l'époque, on l'a sollicité aussi, bien sûr. Il nous a dit qu'il n'avait pas de compétences en matière de relations internationales. Il n'était pas ministre des Affaires étrangères, comme il le sera après sous Sarkozy. Et comme par hasard, il y a un procès sur le financement présumé libyen de Sarkozy avec un membre de l'équipe gouvernementale de Sarkozy qui était secrétaire d'État à l'action humanitaire, avec une question qui tourne autour de l'attentat du DC-10. Bon, tout ça se recoupe et puis on va pouvoir mettre en face de cette affirmation d'autorité, la preuve de la non-application du SPLA. Oui, dans un texte daté de 99 d'ailleurs, intéressant. Oui, c'est ça, 99.
de Claude Zilberzahn, qui était le patron de la DGSE de l'époque. Hein, il est nommé le 23 mars. C'est intéressant aussi la date du 23 mars 89. Hein, c'est une semaine avant la nomination, la formation du gouvernement du 27 mars à Khartoum, hein, et puis l'action du 1er avril d'Idriss Déby. Voilà. Donc, M. Zilberzahn écrit dans son livre qui s'appelle Au cœur du secret, hein, paru en 99, un passage où, alors, il écrit. Où il se replace en 94, au moment de la livraison de Carlos. Mais je te laisse la lecture. Si l'on veut diaboliser Tripoli comme protecteur du terrorisme, pourquoi oublier Téhéran et Damas? C'est dans cette dernière ville que chaque matin, dans les années 90, un homme sort paisiblement de chez lui. Il tient un enfant par la main et le conduit à l'école. Certains jours, sa femme le remplace. Il coule une vie paisible dans un quartier privilégié de la capitale syrienne. Cette femme s'appelle Magdalena Kopp, qui eut quelque importance parmi les terroristes de la Rote Armée fraction allemande. Et le père de l'enfant, c'est Ilich Ramirez Sanchez, dit Carlos. Il est probablement responsable du meurtre de 2 inspecteurs de la DST à Paris, de l'explosion de la bombe posée dans le train Paris-Toulouse en 1982, de l'attentat de la rue Marbeuf. Il n'est pas encore à cette époque, comme le dira si joliment Alain Rollat en août 1994, le clou rouillé négocié par M. Pasqua auprès des antiquaires du souk de Khartoum. Souk avec lequel la France oblitère en 1994 quelques contentieux, oubliés notamment ce 21 décembre 1989, jour où l'armée de Khartoum a abattu volontairement un avion de Médecins sans frontières, tuant 3 médecins français coupables d'avoir porté secours au Sud-Soudan en guerre civile depuis des années. Voilà, donc là c'est clairement dit par le patron de la DGSE, qui est écrit au cœur du secret. Voilà, c'est page 75. C'est clairement dit, le tir qui a abattu l'avion vient des troupes régulières soudanaises. Donc on a deux documents. Un document du patron de la DGSE qui dit que le tir vient des troupes régulières soudanaises, et un document de 2025, de 2022, la lettre d'Assia Chiam. La lettre d'Assia Chiam qui dit que le troupe vient des troupes régulières, qui vient du SPLA. Donc, on peut aussi noter qu'il y a un écart de temps. Cet écart de temps qui est le temps de la réinterprétation. Alors, la réinterprétation, de la diffusion, on va dire, de la réinterprétation. Parce que cette réinterprétation qu'on peut que constater, elle a une origine. Elle a une origine qu'il faut explorer, qu'il faut identifier. Alors, on va, pour mettre en évidence la réinterprétation, oui, on avait prévu de lire un texte sur la précision et l'exactitude. Oui, c'est important. Oui, pour combattre la réinterprétation, il faut être précis, exact et... Voilà. Et pointu, précis, exact. À ce sujet-là, tu as un très beau souvenir de ton père par rapport à cette je voulais parler de la précision et de l'exactitude, et puis de notre origine ouvrière. C'est un souvenir d'enfance que j'ai mis dans mon livre. Et ce souvenir me fait penser aussi à un très beau texte très beau poème de Jean-Paul. Oui, parce que alors on dira ce texte de Jean-Paul après peut-être. Ouais, parce que on est peut-être d'origine modeste. Hein. Je suis fils d'ouvrier, mon père était ouvrier, mais ça n'enlève pas un souci de précision et d'exactitude que mes parents m'ont légué. Et d'amour du geste. Et d'amour du geste. Et du travail bien fait. Ouais, c'est ça. Je te laisse la lecture. Je parle de mon père
qui aménageait sa maison et qui, ben voilà, il faisait des soudures, il montait, c'est la charpente métallique du toit du garage là. Mais je te laisse la lecture. Mon père, derrière son masque à soudure, faisait jaillir du métal en fusion d'étonnants brasiers de lumière incandescente. Les éclairs qui fusaient de l'arc électrique auraient pu me brûler les yeux. « Ne regarde pas !» m'interdisait-il avec bienveillance. Puis le garage avait été recouvert de son toit. Un puits de lumière avait été ménagé au-dessus de la fosse d'inspection et l'atelier s'était petit à petit agencé autour d'un grand établi en bois. Les outils destinés à la mécanique automobile se multipliaient et permettaient des interventions de plus en plus délicates sur les voitures. Elles concernaient maintenant le cœur même du moteur et exigeaient attention, soins tout particuliers et outillage spécialisé. Un jour, mon père acheta une clé dynamométrique. L'outil de précision était pour moi un mystère. À quoi servait cet instrument si bizarre ? Son coût avait été jugé excessif par ma mère, ce qui le rendait encore plus mystérieux. J'avais demandé à mon père de m'expliquer les secrets de l'objet. Je me souviens de son regard à la fois brillant et profond lorsqu'il avait tenté de m'initier aux subtilités de la mécanique. J'y discernais son envie de partager son savoir. La lumière qui brillait dans ses yeux m'invitait à découvrir son enseignement. Je voyais combien était évidente la précision de ses connaissances et ce plaisir qu'il aurait eu à me les enseigner. Je sentais comme une gourmandise à dévoiler et à transmettre son expérience et la maîtrise de ses compétences. Mais ce plaisir se tentait d'une petite tristesse. La déception de ne pouvoir expliquer à son enfant de 10 ans les subtilités de l'application d'une force de serrage qui se mesure en mètres kilogrammes force. Pourtant, la précision est requise lorsqu'on ouvre un moteur. Mon père changeait lui-même les segments si une consommation d'huile anormalement élevée attestait que le segment racleur n'assurait plus convenablement sa fonction et n'empêchait plus de remontée d'huile vers la chambre de combustion. Il déposait alors le bloc moteur contenant les cylindres, défaisait culasse et carter, démontait les bielles du vilebrequin, sortait les pistons et changeait les segments. La précision était alors essentielle au remontage et le serrage devait se faire avec soin. Il fallait régler la clé dynamométrique en faisant glisser le curseur sur la réglette graduée. Cette clé articulée, ce ressort en lamelle, ce curseur, ces graduations éveillaient ma curiosité. Son réglage précis et quantifié était pour moi une énigme et je ne comprenais pas cette rigueur. Mais comment expliquer à un enfant de 10 ans ce qu'est un moteur de voiture ? Comment lui expliquer que tout ce qui transmet de gros efforts est assemblé avec une visserie de haute qualité et doit être serré au couple ? Comment lui expliquer que les chapeaux de bielle doivent être serrés avec précision, tout comme les chapeaux de palier de vilebrequin ? Que la culasse doit l'être à 5 mètres kilos en progressant par mètre kilo et en commençant par l'intérieur ? Comment expliquer à un enfant de 10 ans la dilatation du métal lorsqu'il monte en température et qu'un serrage inhomogène de la culasse entraînerait alors d'autres problèmes d'étanchéité ? Mon père avait la main sur l'ordre du monde et ses mystères et mon ignorance du b.a.-ba de la mécanique m'interdisaient d'accéder à leur compréhension. Il avait cette connaissance experte des forces de la nature. Et si je ne comprenais pas encore la mécanique, j'apprenais avec lui cette exigence de la précision et de l'exactitude. Voilà. Ouais, j'ai toujours la clé dynamométrique de mon père. Tu l'as toujours ? Je l'ai toujours. Faudra que tu me la bien sûr. montres. Ah oui, elle est. J'en ai même une autre. Voilà, parce que c'est des instruments qui me. Qui font partie de mon histoire. La précision et l'exactitude. Oui. Je relis un petit peu. Oui, c'est ça. Quand on ouvre l'intérieur d'un moteur, oui, il faut être précis. Le moteur, donc il y a un deuxième niveau de lecture là. C'est quoi le moteur ? Mais c'est le moteur de cette affaire.
c'est le moteur. Qu'est-ce qui fonctionne dans cette affaire? Eh bien, pour le comprendre, il faut être précis et exact. Voilà. Merci Georges pour cette lecture. Je t'en prie. Alors, on va, après, donc, avec cet instrument pour lire les événements, la précision et l'exactitude, on va montrer dans un document de Roland Marchal. Alors ce document, je l'ai là, c'est Petite et grande controverse de la politique française et européenne au Tchad. Alors Roland Marchal est un sociologue. Voilà, c'est un sociologue qui du CNRS et de Sciences Po, qui est très intéressant, hein. Il a fait une étude sociologique sur le mouvement islamiste soudanais. Je m'en suis inspiré, je l'ai cité dans mon livre, hein. Mais il a plein de compétences, mais il dit cependant des choses qui ne sont pas exactes, hein, sur Marcel Legel, hein. Et moi j'ai des documents à apporter concernant ce qu'il dit pour mettre en face de ce qu'il dit. Alors, il parle là dans Petite et grande controverse de la politique française et européenne au Tchad, de la prise de pouvoir d'Idriss Déby. Alors, je me suis fait cette réflexion. La prise de pouvoir d'Idriss Déby, elle se situe entre l'action du 1er avril de 89. On appelle l'action du 1er avril, c'est comme ça qu'on l'appelle, parce qu'en fait, on ne sait pas trop si c'est un coup d'État, si c'est une fuite volontaire d'Idriss Déby au Soudan, et d'Hassan Jammous. Hassan Jammous était absent à la tribune présidentielle lors de l'inauguration d'un stade. C'était un jour avant, je crois. Donc il y a de la confusion. C'est un événement. Entre cet événement-là et puis la prise de pouvoir en 90, il y a le coup d'État d'Omar el-Béchir qu'on interprète comme une question soudano-soudanaise, et il n'y a aucune étude qui est faite pour inscrire cet événement dans les événements chronologiques qui concernent la Libye, le Tchad et le Soudan. Après, il y a l'attentat du DC-10 qu'on voit en ce moment être l'objet d'un présumé deal avec Kadhafi. On a l'attentat contre l'avion de Médecins sans frontières 3 mois plus tard, le 21 décembre 89, où là on constate qu'il y a de la réinterprétation. Autour de tous ces deux événements, action du 1er avril d'Idriss Déby et prise de pouvoir d'Idriss Déby, d'ailleurs, à l'époque, on disait on n'a pas aidé Idriss Déby à prendre le pouvoir, on l'a laissé faire, qui est plus que trouble. Entre ces deux événements-là, on n'a que des événements majeurs, réinterprétés, flous, troubles, voilà. Donc, voyons ce que dit Roland Marchal sur cette prise de pouvoir d'Idriss Déby. Contrairement à ce qui a souvent été écrit, le soutien à Idriss Déby, rentré en dissidence après l'échec d'une tentative de coup d'État en avril 1989, n'a pas été immédiate. Là, il met une petite note. Oui. Pour ce qu'en sait l'auteur, peut être trop influencé par ses entretiens avec des responsables soudanais à cette époque. Voilà, donc il met tout de suite un petit bémol, parce que oui, effectivement, il a fait son étude éléments de sociologie, il a beaucoup côtoyé les islamistes et puis le personnel politique soudanais en général, de cette époque. Donc,
Est-ce que le soutien n'a pas été immédiat? Bon, moi j'apporte des éléments. Voilà. La réinterprétation, moi je pense que il a été beaucoup plus précoce que ce que dit Roland Marshall. Si on voit la chronologie entre la formation du gouvernement du 27 mars à Khartoum, qui met en cause la sécurité du soutien de Kadhafi à la rébellion tchadienne au Darfour, donc 27 mars, et l'action du 1er avril, qu'on appelle l'action du 1er avril, comme je disais tout à l'heure, parce qu'on ne sait pas si c'est une tentative de coup d'État, c'est une fuite au Soudan. Si on met ça en correspondance, on a déjà des éléments de réponse. Mais continuons. En effet, Paris ne pouvait ignorer que celle-ci était motivée par la volonté d'Habré d'élargir ses appuis en offrant des positions aux chefs de factions qui venaient de quitter l'alliance avec Goukouni Weddey sous le giron libyen, à l'instar d'Aïchek Ibn Omar, leader d'une faction des CDR. Surtout, Idriss Déby initialement se rend en Libye pour y chercher de l'aide et l'obtenir, puis s'installe à demeure au Darfour dans l'est du Soudan. Une démarche qui n'a sans doute pas plu à tout le monde en France, tant on y revoyait un scénario de déstabilisation régionale. Oui, alors, il y a plein de choses à dire là. Parce que, oui, effectivement, Cheikh Ibn Omar est devenu ministre des Affaires étrangères d'Habré. Il était avant dans l'opposition. Oui, c'est vrai, mais ça n'enlève rien au soutien de Déby très, très tôt. L'agent de la DGSE qui suit l'opposition politico-militaire à Habré est en poste depuis 86. Et là, on est en 89. Ça fait 3 ans qu'il est en poste. Je pense qu'il a travaillé. Il a travaillé. Et le poulain d'Élysée, c'est Déby. C'est entre la France et la Libye, qui a eu le plus de bénéfices de Déby, c'est forcément, c'est la France, on le sait, c'est connu, quoi. Bon, voilà. Et donc, n'a sans doute pas plu à tout le monde en France. Bon, je voudrais que Roland Marshall soit plus précis. À Khartoum, la situation est très tendue. Les islamistes qui ont pris le pouvoir ont besoin d'aide et l'appui à Idriss Déby constitue l'un des liens alors tissés avec le régime libyen qui est généreux et lui octroie suffisamment de ressources pour se consolider pendant l'été 1989. Oui, l'un des liens, mais enfin, surtout, Khartoum était un pourvoyeur d'aide dans la guerre de Khartoum. Je dis Tripoli aidait Khartoum dans sa guerre du Sud. C'était surtout ça, le soutien de Kadhafi à Khartoum. Et après, il y avait une contrepartie. C'était que Khartoum lui laisse les mains libres au Darfour. Oui, bien sûr. Voilà. Plusieurs facteurs vont, en dernière instance, convaincre les Français d'appuyer Idriss Déby. D'abord, comme cela est aujourd'hui bien connu, il y a l'affrontement à la Baule, où Hissène Habré commet un crime de lèse-majesté en argumentant de façon véhémente contre François Mitterrand, qui pourtant met beaucoup de modération dans son soutien aux démocratisations. Oui, alors, moi je voudrais parler quand même de l'affrontement, ce fameux affrontement d'Habré et de Mitterrand à la Baule. Pendant tout le premier septennat mai, sous la législature de gauche, Mitterrand n'a cessé d'être très modéré vis-à-vis de Kadhafi. Et ça, Habré l'a bien éprouvé. Il l'a éprouvé, et en 89, il y a une menace très nette au Darfour contre son régime. Habré voit très bien que Mitterrand a procédé à l'allègement
d'éperviers, que pour Mitterrand, la guerre entre le Tchad et l'Algérie est en voie de règlement. Il y a eu le cessez-le-feu du 11 septembre 87, mais il y a une menace très claire sur le régime d'Abré, qui vient du Darfour, et Mitterrand le minimise, le banalise, l'ignore. Donc, oui, Abré, il demande de l'aide à la France contre Kadhafi, et forcément, cette retenue mitterrandienne vis-à-vis de l'agression libyenne est insupportable pour Abré. C'est la réelle cause de ce qu'il appelle l'affrontement entre Abré et Mitterrand à la Baule. Cet incident s'ajoute à une longue liste d'esclandres plus ou moins sérieux. Celle-ci soulignait que Hissène Habré voulait être maître chez lui, y compris dans ses relations avec les militaires français, quelquefois interdits de vol ou immobilisés au sol, et que le président tchadien entendait jouer une carte américaine. Oui, il entendait jouer une carte américaine, oui. Toutes les aides qui permettaient de libérer le territoire tchadien de la présence libyenne, bien sûr, je pense à la bande Aouzou, après 87, après la reconquête du Nord-Tchad en 87, il y a encore l'occupation libyenne de la bande Aouzou, et toutes les aides, donc, pendant la reconquête du Nord-Tchad de 87, Hissène Habré accueille les aides américaines bien volontiers. La reconquête du Nord-Tchad de 87, elle se fait sous le Premier ministre français Chirac. Elle ne se fait pas sous une législature de gauche, elle se fait sous une législature de droite. Et c'est cette législature de droite qui a permis une coopération entre la France et les États-Unis pour repousser Kadhafi. C'est pas la législature de gauche, c'est pas Manta. Ça n'a jamais été Manta. Manta, c'est 83-84. C'est la présence française au Soudan, enfin au Tchad, en 83-84. Le dirigeant français estime alors que son pays a trop fait pour être traité de la sorte. Oui, alors, il dit que les Français étaient interdits de vol ou immobilisés. Je demande à Roland Marchal d'apporter plus de précision, parce que moi, j'ai pas trouvé des éléments français, militaires, interdits de vol au Tchad, à cette période. Non. Ensuite, la France s'inquiète de la posture libyenne. Certes, le dispositif épervier est là, mais François Mitterrand ne se voit pas relancer une machine de guerre contre la Libye à un moment où son attention est requise par les évolutions stratégiques en Europe de l'Est. Oui, mais on peut commenter là aussi que les événements de l'Europe de l'Est étaient une préoccupation peut-être de Mitterrand, certainement. C'était aussi une opportunité pour lui pour tourner les projecteurs vers l'Est et surtout les détourner de ce qui se passait en Afrique. Ça, c'est clair. Un accommodement ne doit pas être impossible. Enfin, il y a la posture de la France vis-à-vis du nouveau régime soudanais. À Khartoum, l'ambassadeur Marcel Logel et le chef de l'antenne de la DGS Paul Faubonne ont très vite opté pour nouer des relations chaleureuses avec le nouveau régime islamiste, ce qui d'ailleurs ne manquait pas de sel, car jusqu'au coup d'État, l'ambassadeur était un grand admirateur du Premier ministre Sadek Al-Mahdi, emprisonné au soir du coup d'État. Les mois qui suivent, ces responsables français n'ont de cesse de cautionner l'éviction des responsables soudanais d'entreprises françaises et d'amadouer le nouveau régime. Oui, alors là, je ne peux pas laisser dire ça. Je ne peux pas laisser dire ça, c'est faux. C'est faux, c'est faux. J'ai eu Marcel Legel au téléphone, j'ai eu les gens du Quai d'Orsay, alors les gens, le personnel technique du Quai d'Orsay qui m'ont parlé de Legel. J'ai 5 ou 6 conversations qui montrent tous les efforts de Legel
pour obtenir de la part des autorités soudanaises une enquête sérieuse sous l'égide de l'OACI, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, tout ce que Marcel Legel a fait pour obtenir cette enquête n'était pas du tout en faveur du nouveau régime. Le nouveau régime islamiste n'attendait qu'une chose, c'est de réinterpréter l'événement, c'est de mettre, d'accuser le SPLA, pour l'origine du tir. Enfin, bon, voilà. Donc il n'abadouait pas du tout le nouveau régime. Il a beaucoup embêté ce nouveau régime. Il l'a beaucoup embêté, très clairement. Très clairement. À Paris, au moins au Quai d'Orsay. Je te coupe juste pour dire, par contre, Paul Fonbonne, l'agent de la DGSE, oui, il poussait, il avait un souci, c'était de préserver le nouveau régime. Ça, oui, d'accord. Mais c'est la diplomatie parallèle de Mitterrand. La DGSE, bien sûr. C'est la DGSE. Secrets, donc, voilà. Et c'est pas du tout ce que faisait Marcel Legel. Hein, voilà. Il faut relire ce qu'il y a dans mon livre et mes documents qui sont sur mon site, tout simplement. À Paris, au moins au Quai d'Orsay, on fait mine de rester prudent et de ne pas s'engager vis-à-vis d'un régime dont le zèle répressif est trop évident. Faut-il sauvegarder les intérêts pétroliers, le fameux bloc B au Sud-Soudan, dont les droits de prospection sont tenus par Total, jouer une carte géopolitique anti-américaine à un moment où se profile un regain de compétition sur le continent africain? C'est ainsi qu'est vue la crise au Rwanda, qui débute dans la même période avec l'échec de la démocratisation. Parier sur une nouvelle élite politique, tant les partis traditionnels soudanais ont mené leur pays au bord du gouffre. Bref, adopter une posture prémonitoire de la crise algérienne, déjà en gestation depuis 1988. S'agit-il d'une absence d'intérêt de Paris qui permet au personnel d'ambassade d'évoluer sans véritable instruction? Une explication qui sera souvent mise en avant dans les années 1990, notamment lorsque les ambassadeurs Claude Logardy et Michel Rambaud cultivent les relations les plus amicales avec des membres éminents du régime soudanais, en dépit des violations massives des droits de l'homme au Darfour, dans les monts Nouba et au Sud-Soudan, sans même évoquer les banlieues de Khartoum. Voilà, oui. Donc bon, il pose plusieurs questions parce qu'il voit bien qu'il y a un peu des choses un peu confuses. Donc voilà, il pose des questions. Est-ce que c'est pour ça? Est-ce que c'est pour ça? Le personnel d'ambassade évoluait sans véritable instruction. On est un peu dans l'attente de la prise de pouvoir de Déby, tout simplement. Et après, effectivement, Claude Losgardy entretient oui, des relations chaleureuses, ça c'est vrai. Mais Losgardy, c'est 92. Il est nommé en 92. Voilà. Donc, très intéressant ce document de Roland Marchal, avec manifestement des réinterprétations sur le gel. C'est contraire à mes documents. Donc là, on a l'illustration de la réinterprétation de l'attentat contre l'avion de Médecins sans frontières. C'est complètement parlant. Voilà. Et il écrit ça en 2015. Après, oui, j'ai écrit un texte sur mon blog sur justement cette diplomatie parallèle. La diplomatie parallèle de Mitterrand. Donc la diplomatie parallèle de Mitterrand. Le terme de diplomatie parallèle est employé par Roland Dumas sur le site mitterrand.org lorsque l'ex-ministre des Affaires étrangères évoque les relations franco-libyennes. L'article qu'il écrit en 2005 et intitule « Tchad, histoire secrète d'une négociation » décrit des relations informelles qui seraient nées à l'initiative du colonel libyen et que l'auteur situe sans date précise après la prise de pouvoir de Habré en 1982. À cette époque, Kadhafi aurait proposé à Mitterrand
de renverser le président tchadien. Selon l'article, l'idée de déposer Habré viendrait de Kadhafi. Le colonel l'aurait accusé d'une proximité américaine hostile et aurait proposé à Mitterrand de le remplacer par un de ses hommes liges. Proposition que Mitterrand aurait refusée tout en maintenant la discussion. Kadhafi, en attendant, soutiendrait Goukouni Ouédaï contre Habré. Voilà. Alors, c'est le renversement d'Habré serait donc à l'initiative de Kadhafi. Voilà. C'est ce que nous dit Roland Dumas. Oui. On a un petit peu du mal à le croire, mais voilà ce qu'il dit. Cette diplomatie parallèle serait donc née après la prise de pouvoir de Habré. Cette interprétation des faits pose question. D'abord, elle ne dit rien des moyens utilisés pour obtenir le départ des Libyens de N'Djamena en 1981. Ce départ a pourtant été obtenu et annoncé lors du sommet franco-africain de Paris en novembre 1981, et Roland Dumas écrit dans son article sur Mitterrand.org qu'il a eu à s'occuper du Tchad avant d'être nommé ministre. Il laisse supposer que ce départ des Libyens a bien été obtenu par la diplomatie parallèle, mais il ne donne aucune indication sur les modalités actionnées pour l'obtenir. Ensuite, la recherche du troisième homme est mentionnée dans différents documents qui l'imputent aux socialistes français en 1985. On peut aisément consulter les articles du journal Le Monde, le livre de Robert Bichtenhuis, Le Frolina et les guerres civiles au Tchad, les articles de Jeune Afrique. Il faut également noter que le renversement de Hissène Habré par Idriss Déby en 1990 n'a pas été au profit de la Libye, mais de la France. L'opération Épervier, déployée au Tchad en 1986, s'est poursuivie jusqu'en 2014, bien après la mort de Kadhafi, le 20 octobre 2011. La thèse selon laquelle la diplomatie parallèle serait née dans l'année qui a suivi la prise de pouvoir de Habré n'est visiblement pas valide. Elle est cependant reprise dans le livre de Roland Dumas, Coups et blessures, paru en 2011. Oui, oui. Comment est-ce que Mitterrand a obtenu le départ des Libyens en 81 et il a annoncé ce départ lors du sommet franco-africain du 3 et 4 novembre 81, premier sommet franco-africain de Mitterrand. Comment est-ce qu'il a obtenu ce départ des Libyens? Quand il arrive au pouvoir, il y a 15 000 Libyens sur le territoire tchadien. Il y a 5 000 soldats libyens dans N'Djamena et il se retire. Là, comment est-ce qu'il a obtenu ce départ? Eh bien, il y a de bonnes raisons de croire que c'est par la diplomatie parallèle. Donc cette diplomatie parallèle existe dès 81 et a été mise en place avant 81. L'ouvrage qui consacre 30 pages à ses entretiens avec Kadhafi manque de précision et entretient le flou. Il permet cependant d'avancer dans la nature de cette diplomatie parallèle. Roland Dumas développe la thèse selon laquelle elle est à l'initiative du Libyen et datée de 1982. Lors de la première rencontre décrite dans Coups et blessures, Kadhafi aurait accusé Hissène Habré de vouloir le renverser et aurait proposé d'installer Goukouni Ouédaï à N'Djamena. Dumas aurait répondu que la France souhaitait le voir quitter le Tchad et que pour le reste, tout restait ouvert. Il aurait ensuite restitué cette entrevue à Mitterrand. La restitution de la rencontre dépeint un président ignorant tout du dossier libyco-tchadien, s'interrogeant, perplexe, de la démarche de Kadhafi. Et Dumas d'attribuer au colonel le souhait d'établir un lien personnel, comme cela se fait en Afrique. On notera ici que ce type de diplomatie est précisément connu comme la marque de la méthode mitterrandienne. Suivent plusieurs pages de description de rencontres entre Dumas et Kadhafi, que l'auteur tente de grémenter d'images pittoresques ou exotiques, dans lesquelles, par effet miroir, il est impossible de distinguer les demandes de l'un des initiatives de l'autre, les volontés de chacun, la perception des réalités, toute volonté dans les prises de décision étant renvoyée à une réaction face aux actes des autres, Kadhafi, Habré, Goukouni, les pays africains, les Algériens, les prédécesseurs de Mitterrand, les Américains, les ministres, etc. Rien n'est décidé par personne, si ce n'est la proposition de Kadhafi de négocier avec la France, comme si la description n'avait qu'un but,
Mitterrand, dans cette affaire, n'est responsable de rien. Ainsi, Roland Dumas continue et attribue à Kadhafi la volonté de traiter avec Paris, la volonté que les négociations aboutissent vite, la peur d'être encerclé par des pays à la solde des Américains, le double jeu. Il attribue à Mitterrand la volonté de tirer profit du souhait de Kadhafi de traiter avec Paris. Mitterrand se rend compte que Kadhafi s'est piégé lui-même. Il aurait durci sa position en 1983, alors qu'on sait combien Manta fut un échec. Il craint une escalade militaire face à la Libye, qui possède du matériel vendu par ses prédécesseurs. Après Manta et la rencontre en Crète, le jeu du dupe entre Kadhafi, Mitterrand et le lecteur s'épaissit. Dumas évoque des photos de Wadi Doum, prises par nos avions espions d'une incroyable précision. Non, mais ça, c'est drôle parce qu'on sait très bien que les photos de Wadi Doum, c'est des photos américaines. Et dans le livre de Dumas, il se paye le luxe de dire bah non, c'est des photos françaises. Bah, c'est complètement faux. Alors, nous savons que les photos aériennes de Wadi Doum sont américaines, ce que tu viens de dire. Roland Dumas prétendait-il qu'elles seraient françaises? Dumas écrit également. 2 jours plus tard, le président de la République a donné l'ordre de bombarder. Il a signé le document destiné aux militaires de l'opération Manta. Mais Manta s'est retiré en septembre 1984 et Wadi Doum a été bombardé le 16 février 1986, 1 mois avant la cohabitation. De toute évidence, le livre de Roland Dumas vise à semer la confusion. Oui, non, mais il n'y a que des inexactitudes. Mais c'est factuel, quoi. Je veux dire, quand on dit qu'il a donné l'ordre aux militaires de l'opération Manta, mais Manta s'est retiré en 84, le Wadi Doum est bombardé en 86. Alors, c'est inexact, mais ça a une fonction, c'est de semer la confusion. C'est pour troubler tout le monde. Dumas décrit ensuite une conversation avec Kadhafi dans les jours qui suivent le bombardement de Wadi Doum, au cours de laquelle il aurait évoqué un accord à propos de la limite du 15e parallèle. Or, cette condition avait été posée en 1983. Elle n'a plus cours en 1986 et l'ensemble du récit est incohérent. De même, il aurait proposé lors de cette conversation à Kadhafi le recours à la Cour internationale de justice. Or, ce recours à la CIJ n'est apparu qu'au cours de la cohabitation. La première occurrence de cette idée vient du personnel administratif du Quai d'Orsay. L'idée sera reprise par Michel Aurillac, ministre de la Coopération, le 30 mars 1987, et dans la presse le 31. Oui, alors ça c'est dit dans le livre d'Al-Ammi, Al-Ammi qui était l'ambassadeur du Tchad en France et qui a écrit ses mémoires, son parcours de diplomate, voilà, jusqu'à la prise de pouvoir d'Idriss Déby. Hein, et son livre est paru en 2014. Il était une source d'informations et de documents que j'ai utilisés pour écrire mon livre. Donc et il dit que cette idée, elle vient effectivement sous la législature de droite, c'est-à-dire sous la cohabitation, par Michel Aurillac le 30 mars 87. Dans la conversation qu'il est impossible de dater, 1986-1983, Dumas aurait soutenu à Kadhafi que la CIJ reconnaîtrait ses droits sur Aouzou. Puis l'auteur commente son texte, dit qu'il bluffait, qu'il n'avait aucune idée de ce que dirait la Cour. Il poursuit ensuite en affirmant que Kadhafi a effectivement gagné et que la bande d'Aouzou a été attribuée à la CIJ, par la CIJ à la Libye, compte tenu de titres anciens reconnus par les juges, écrit-il. Cette affirmation est évidemment fausse. La CIJ a attribué la bande d'Aouzou au Tchad. Là aussi, le texte de Roland Dumas vise à jeter le trouble dans l'esprit du lecteur.
ce qui n'a pas manqué de faire réagir des Tchadiens soucieux d'exactitude. Oui, là j'ai mis un lien, donc c'est un article qui est sur mon site, et j'ai mis un lien vers le blog un blog tchadien où ils sont... ils n'ont pas de mots pour dire combien c'est faux et comment un ancien ministre des Affaires étrangères qui était en poste à l'époque, 86, 89, oui non, voilà, concerné directement par l'affaire, comment est-ce qu'il peut écrire ça, quoi. Enfin, c'est inconcevable. L'ouvrage de Roland Dumas vise ainsi à jeter le trouble et réinterpréter l'histoire. Coups et blessures se révèle être un manuel de différentes techniques de réinterprétation de l'histoire dont l'auteur se montre coutumier. On retrouve parmi ces techniques semer la confusion, page 149, s'imposer comme étant la personne qui sait, page 161, la tromperie en premier lieu des femmes, page 178, 179, 193, confier des missions dont on ne veut pas se charger à des tiers, page 89, la provocation comme stratégie, page 117, jouer sur les mots, page 128, la dissimulation, page 134, les faux-semblants et les couvertures, page 194, la moquerie, page 205, et mettre un peu de vrai dans les mensonges, page 296. Voilà, son livre, c'est vraiment un florilège de techniques de réinterprétation, de techniques de mensonges, et de réinterprétation, oui, de toute l'histoire, de plein d'événements historiques. On raconte une autre histoire. Voilà, alors après, donc, ces réinterprétations nous renvoient à l'attentat d'Awil, au procès en cours, à l'attentat du DC-10. Et j'ai fait un autre article sur les relations franco-libyennes qui aboutissent à l'attentat du DC-10 après la réélection de Mitterrand. Donc les relations entre le Tchad, la Libye, le Soudan et la France en 88 et 89 qui aboutissent à l'attentat du DC-10 le 19 septembre 89, bien sûr. La constitution de partie civile des familles des victimes de l'attentat du DC-10 au procès du financement libyen de la campagne de 2007 de Sarkozy qui s'ouvrira en janvier 2025 nous invite à examiner de plus près les relations franco-libyennes au début du second septennat de Mitterrand. Le 25 avril 1988, soit le lendemain du premier tour des élections présidentielles françaises, Kadhafi convoque les ambassadeurs accrédités en Libye et les informe du cadeau qu'il a décidé de faire à l'Afrique, une série de mesures pour normaliser ses rapports avec le Tchad. Voilà, alors ça c'est simplement tiré du livre d'Al-Ammi dont j'ai parlé tout à l'heure, Al-Ammi qui était ambassadeur du Tchad en France. Les élections françaises augurent d'une reprise de relations franco-libyennes telles qu'on les avait connues avant la cohabitation, faite de diplomatie parallèle, recherche de troisième homme et négociations bilatérales tchado-libyennes sur la bande d'Aouzou, les 114 000 km² de territoire tchadien que Kadhafi revendique le long de la frontière libyo-tchadienne. Le 25 mai, lors du 24e sommet de l'Organisation de l'Unité africaine à Addis Abeba, le cadeau à l'Afrique du colonel libyen est accueilli favorablement par tous les chefs d'État africains. Le guide de la Jamaïra annonce la fin des hostilités avec le Tchad, la libération de tous les prisonniers et la participation de Tripoli à la reconstruction de son voisin du Sud. Hissène Habré est le seul chef d'État à souligner les incohérences de ce cadeau empoisonné. En dépit de sa déclaration, Kadhafi ne s'est pas présenté à la réunion du comité ad hoc sur la question d'Aouzou la veille du sommet. Ces exigences, posées comme préalable à la réunion, placent l'affaire des prisonniers libyens devant celle du différend frontalier. Il étudie la question, il élude la question d'Aouzou.
La contradiction est évidente. Mais Mitterrand s'est déclaré satisfait et face à l'accueil unanimement favorable de ses homologues français, Hissène Habré, contraint de faire bonne figure, se voit dans l'obligation d'accepter le cadeau piégé de Kadhafi. Mais il s'agit clairement d'une menace contre son régime. Sur le terrain, le colonel libyen viole de façon continue et répétée le cessez-le-feu du 11 septembre 1987. Habré est fermement déterminé à lutter contre toute tentative de déstabilisation, de subversion, d'agression contre le Tchad. Il est prêt à traquer tous les dangers portant sur la sécurité du pays, qu'ils viennent de l'intérieur ou de l'extérieur, notamment à l'Est. Dans la province soudanaise du Darfour, l'opposition politico-militaire des Hadjiraï, CDR et autres groupes armés reçoit l'appui de Tripoli. Dans le sillage du cadeau à l'Afrique, plusieurs tentatives se succèdent pour tenter de rapprocher les deux États. D'échecs de rencontres en réunions stériles, de sommets avertis en ordre du jour flou, aucun accord ne parviendra à rapprocher Tchad et Libye sur la question de fond, le différend territorial. Les tractations du pays tiers aboutissent, malgré les menaces darfouriennes pesant sur le régime, au rétablissement en octobre 1988 des relations diplomatiques entre les deux pays. La France s'étant déclarée satisfaite du cadeau de Kadhafi, il avait été décidé que l'heure était au ralliement et au rassemblement à N'Djamena, et le ministre de la Défense française annonce un dégraissage d'éperviers. D'anciens opposants rallient le régime, dont Aïchek Id Omnar, leader du CDR, qui tente de désarmer ses combattants restés sans commandement au Darfour, avec qui ne se récupérer par le Libyen. Le conflit n'est de toute évidence pas réglé. Au début du mois de décembre 1988, le 8, les combats en territoire soudanais entre les FANT, Forces armées régulières de N'Djamena, et les groupes armés pro-libyens se portent en territoire tchadien. L'accrochage se produit au sud d'Abéché, dans la région de Gos-Baïda. Il est particulièrement violent. La menace qui pèse sur le Tchad est chaque jour plus lourde, mais Mitterrand annonce le 18 décembre au sommet franco-africain de Casablanca l'allègement des perviers et les dispositions pratiques sont précisées à Habré par le général Schmitt le 16 janvier 1989. Ouais, tout ça, c'est des articles de presse, enfin, c'est factuel, là, c'est connu. Voilà. Au Darfour, les chocs entre les FANT et les groupes armés pro-libyens, CDR et Légion islamique, se multiplient dans une atmosphère de confusion croissante. Il y a 96 morts le 15 février 1989, 42 plus 2 jours plus tard, sans que l'on sache précisément qui se bat contre qui. Oui, alors ça, c'est dans Darfour, le Darfour, un génocide ambigu de Gérard Prunier. C'est une de mes sources pour décrire ces guerres africaines de cette période-là. Hein? Le Soudan sombre dans l'instabilité politique. À Khartoum, des officiers adressent fin février un ultimatum au Premier ministre exigeant une politique étrangère équilibrée et la mise en place du règlement politique de la guerre du Sud. Oui, ça c'est dans le Soudan contemporain, le livre collectif de Marc Verne. L'ultimatum provoque la démission du gouvernement le 12 mars. Sadek El Mahdi, Premier ministre, ne démissionne pas et annonce la formation d'un nouveau gouvernement. Sa composition est rendue publique le 27 mars. Le programme vise l'abrogation de l'accord militaire avec Tripoli. Il remet ainsi en cause le soutien libyen aux bases arrières de l'opposition politico-militaire à Habré, au Darfour. Fondé sur l'accord du 16 novembre 1988, signé entre le DUP de Mirghani et le SPLA de John Garang, sa mise en application est confiée à Sid Ahmad El Hussein, ancien ministre de l'Intérieur, secrétaire général du DUP. Il a été le négociateur de l'accord du 16 novembre et est nommé ministre des Relations extérieures et vice-premier ministre. La perspective de l'abrogation de l'accord militaire avec la Libye précipite les événements à N'Djamena. Le 1er avril 1989, Déby rejoint l'opposition armée au Darfour. Pour le rebelle tchadien et tous ses partisans, le programme soudanais est un virage à 180 degrés. L'abrogation de l'accord libyo-soudanais
remet en cause l'accès de Kadhafi au Darfour, son influence dans la province soudanaise, son soutien à l'opposition politico-militaire à Abré, la sécurité des bases arrières de la rébellion tchadienne. Pour Kadhafi, comme pour Déby et tous les acteurs de la diplomatie parallèle, cet accord ne peut être abrogé. Suite à l'action du 1er avril, Idriss Déby et Hassan Jammous prennent la fuite au Soudan. Ils insistent dans leur communiqué sur le caractère tchadio-tchadien de leur action. Dans les jours qui suivent, au cours des combats opposant Fant et rebelles au Darfour, Jammous est blessé. Il disparaîtra dans les geôles de N'Djamena. Déby demande l'asile politique au Soudan et se rend à Tripoli le 29 avril. Il est clair maintenant qu'une grande offensive se prépare contre le Tchad et Abré accuse publiquement le 7 juin la Libye de s'apprêter à lancer de nouveau ses forces d'agression contre N'Djamena à partir du Darfour. Sadek El Mahdi doit se rendre en Libye le 1er juillet pour finaliser l'abrogation de l'accord militaire entre le deux pays permettant d'avancer dans le processus de paix de la guerre du Sud-Soudan. Oui, ça c'est dans un article de Delmet, c'est Vincent Delmet, un article d'Égypte, Monde Arabe, les relations nord-sud au Soudan entre 83 et 93. Ça faisait partie cette abrogation de l'accord militaire faisait partie du programme du gouvernement du 27 mars. Hein. Et c'était dans l'accord de pré-négociation de paix du 16 novembre 88. Hein. Et Sadek El Mahdi doit se rendre en Libye pour finaliser l'abrogation de l'accord. Il doit se rendre en Libye le 1er ou le 2 juillet 89, le 1er juillet. Voilà. Le coup d'État d'Omar el-Béchir le 30 juin l'en empêchera et l'accord militaire entre Khartoum et Tripoli ne sera pas abrogé. L'influence de Kadhafi sera préservée au Darfour, mais après ce coup d'État, qu'en sera-t-il de ses revendications territoriales à Ouzou? Qui aura la main sur la sécurité des bases arrières de Déby dans la province de l'Est soudanais? Que deviendront la diplomatie parallèle de Mitterrand à Tripoli et les liens que son agent en poste à Khartoum a tissés avec le personnel politique soudanais depuis déjà 3 ans? Oui, ça c'est le livre de Lizzie Berzan. Hein. Le Paul Fonbonne, hein, qui se fait appeler Paul Fonbonne à Khartoum, il est en poste depuis 86. Roland Dumas s'est fait élire président de la commission parlementaire des affaires étrangères et Paul Fonbonne est envoyé pour chercher le fameux troisième homme. Et quand Déby fait son action du 1er avril, Fonbonne il est là depuis 3 ans. Et ça fait voilà. Il a eu le temps de chercher, il a travaillé le garçon. Hein, voilà. La réponse à ces questions sera graduelle afin de bien faire comprendre aux Libyens qu'il n'a pas l'exclusivité des faveurs de la diplomatie parallèle mitterrandienne. Le premier temps de cette réponse viendra 2 mois après le coup d'État d'Omar el-Béchir et se tiendra à Orgerus, domaine de Prébois, dans les Yvelines. L'accord cadre, façonné en 4 jours, du 22 au 25 août 1989, renverra la question d'Aouzou devant la Cour internationale de justice en mettant un terme à 8 années de diplomatie parallèle franco-libyenne. Les promesses n'engageant que ceux qui y croient, le colonel sera prié de revoir les raisons qui ont présidé au départ de ses troupes de N'Djamena en 1981. La situation de 1989 est en effet bien loin de celle de 1981, lorsque Mitterrand était arrivé au pouvoir. Les troupes libyennes étaient alors à N'Djamena et occupaient les 2 tiers du pays. Mitterrand avait chargé Dumas du dossier et l'avait envoyé rencontrer Kadhafi. Oui, c'est dans le site mitterrand.org et c'est dans l'article du journal Le Temps, c'est un journal suisse, qui est intitulé La France est devenue beaucoup trop conformiste. Article de Roland Dumas. Le guide libyen revendiquait la bande d'Aouzou depuis 1974. Sur ce différend territorial, Goukouni Wedei, président tchadien à l'époque, s'était exprimé en 1977.
il était favorable à une solution négociée de façon bilatérale. Ça aussi, c'est dans les articles du Monde. Hein. Ouais. Un accord avec Kadhafi était donc possible. Les troupes libyennes avaient quitté N'Djamena en novembre 1981 et s'étaient maintenues à Aouzou. Leur retrait de la capitale tchadienne avait été annoncé à Paris à l'occasion du premier sommet franco-africain du président nouvellement élu. Les participants du sommet de Paris des 3 et 4 novembre 1981 s'étaient accordés sur l'ambiance de satisfaction générale, mais s'interrogeaient sur les causes profondes du revirement du colonel libyen. Son retrait de N'Djamena avait-il une contrepartie? Un accord avait-il été conclu avec le guide libyen en échange? Et pourquoi se maintenait-il à Aouzou? Quels étaient les termes de ce pacte? On évoquait des hypothèses. Un levier avait dû être employé. Bravo, un levier avait dû être employé, pardon pour la liaison. Boutros Ghali, ministre d'État égyptien aux Affaires étrangères, supposait des pressions conjointes américaines et françaises, ou des pays de l'Est sur la Libye. La presse française préféra retenir la thèse selon laquelle le président libyen ne souhaitait pas compromettre la tenue du prochain sommet de l'OUA à Tripoli. Et puis, la prise du pouvoir par Hissène Habré en 1982 changea la donne. Pour le nouvel homme fort du Tchad, il n'y avait pas de négociation possible avec le Libyen. Il devait quitter Aouzou. Mitterrand appelait à la négociation de tous ses voeux, mais rien n'y faisait. Le chef de l'État insista le 26 août 1983 dans Le Monde. La France veut réunir les conditions qui rendent possible une négociation, dit-il. Il précisait: mes prédécesseurs considéraient ce contentieux comme une affaire bilatérale, je pense comme eux. Et il accusait Hissène Habré d'avoir rompu l'équilibre obtenu avec Goukouni Wedeï en 1981. Il souhaitait voir une négociation s'engager et réussir. Une conversation approfondie devait avoir lieu avec le chef de l'État tchadien, disait-il. En décembre 1983, il fit valoir que, au demeurant, la clé du problème reste la réconciliation entre Tchadiens. La nomination de Dumas au ministère des Affaires étrangères en décembre 1984 ne fit pas avancer les choses. Habré était devenu un sérieux problème pour Paris et on parla d'un troisième homme. La mort d'Idriss Miskine en imposa la plus grande discrétion. Quant à Hachek Ibn Oumar, sa rivalité Goukouni, qui lui contestait sa possible qualité de troisième homme, l'avait affaibli. En 1986, Dumas réussit à se faire élire président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Et la diplomatie parallèle envoya à Khartoum son agent dédié à la recherche du troisième homme suivre l'opposition politico-militaire à Habré. De l'autre côté de la frontière tchado-soudanaise, la coopération enfin efficace du gouvernement Chirac et de l'administration Reagan permettait la reconquête du Nord Tchad par les fentes. Après la réélection de Mitterrand, les affaires étrangères et la défense étaient revenus sous la responsabilité pleine et entière de Mitterrand et l'agent de la diplomatie parallèle avait trouvé l'homme de l'Élysée en la personne de Déby. La formation du gouvernement du 27 mars à Khartoum avait précipité les choses et après l'action du 1er avril de Déby, la priorité était la sécurisation de ses bases arrières. Le coup d'État d'Omar el-Béchir régla la question. Il préservait l'accord militaire entre Khartoum et Tripoli et permettait à Mitterrand d'avoir un contact direct avec le personnel politique soudanais, assurant la sécurité des bases arrières darfouriennes. L'homme de l'Élysée pouvait ainsi avoir les coudées franches et regrouper autour de lui tous ceux qui formeront bientôt le MPS. Dès lors, les revendications territoriales de Kadhafi n'ont plus de poids dans la balance pour assurer la sécurité des bases arrières de Déby et aucune diplomatie parallèle n'a sa place dans l'accord cadre qui se négocie à Prébois. Le compromis prévoit une année pour rechercher une solution politique aux différends territoriaux avant de le soumettre à la CIJ. Mais ce n'est qu'un leurre. Personne ne cherchera de solution politique. Cette disposition est vouée à l'échec et Bongo, qui a présidé le comité ad hoc de l'OUA sur Aouzou, est chargé de la mise en application du compromis. En faisant appel à la CIJ, le règlement de la question d'Aouzou sort du champ d'une négociation bilatérale arbitrée par un pays tiers et complaisant. Le message est clair pour Kadhafi. Les négociations de Prébois sont limpides. Paris se passera de lui pour assurer la sécurité des bases arrières de Déby. L'agent de la diplomatie
parallèle de Mitterrand travaille depuis 3 ans pour l'assurer avec les hommes de Tourabi depuis Khartoum. Kadhafi n'a plus de raison de soutenir le président de l'Élysée. Il n'y a plus rien à négocier. Et il sait que son dossier d'Aouzou ne passera pas à la CIJ. Kadhafi ne signera pas le compromis d'Alger. Le signataire sera le ministre des Affaires étrangères, Jadala Azzouz, accompagné du colonel Radouane, qui avait été commandant des troupes libyennes au Tchad. Le compromis engagera la Libye, certes, mais Kadhafi réglera ses comptes de la diplomatie parallèle, 19 jours plus tard, au-dessus du Ténéré. Voilà, donc c'est très clair. Hein. Le fait qu'il ne signe pas le compromis d'Alger, ça c'est dans le livre d'Al-Ammi. Hein, il s'en est expliqué. En fait, Kadhafi s'en est expliqué par une note qui a été transmise du ministère des Affaires étrangères, de l'ambassade de libyenne à Paris, à l'ambassade libyenne, à l'ambassade tchadienne à Paris, hein, donc à Al-Ammi. Et il l'a retranscrite dans son livre autour du Tchad en guerre. Donc Kadhafi ne signe pas le compromis d'Alger. Hein, on a dit, les signataires, c'est Jadela Azzouz et le colonel Radouane, voilà. Et du côté libyen, du côté tchadien, c'est Al-Ammi et Achekib Doumar. Al-Ammi sûr, Achekib Doumar, c'est encore à vérifier, il me semble. Ouais. Voilà. Donc on voit très bien que l'attentat du DC-10, c'est un règlement de compte de la diplomatie parallèle. Hein. Il faut maintenant le dire tranquillement, sereinement, l'apporter à la connaissance. Voilà. Moi je demande qu'un débat contradictoire. Hein. Dites-moi qu'est-ce qu'il y a d'inexact dans tout ce que je dis. J'apporte des documents. Il y a réinterprétation de l'attentat des Médecins sans frontières et ça fait partie de toute cette histoire. Voilà. Donc, merci à tous. Merci Georges pour ces lectures. On a encore plein de choses à dire. Je crois qu'il y aura plein de choses à dire. Il y a encore plein de choses à dire. Il y aura des événements qui vont arriver. Il y aura des documents. Notamment ta demande de témoigner. Notamment ma demande de témoigner. Sera-t-elle reçue, retenue on verra. Oui, bien sûr que tout ça avance. Et puis alors merci à mes followers, et puis à mes comment on appelle ça, mes spectateurs, hein, ceux qui me suivent. Voilà, sur ces vidéos. Et puis à bientôt pour des nouvelles vidéos. Merci.